Bonjour, depuis plusieurs années, dans le journal de 13h sur TF1, nous accordons une large place à la vie des régions. Nous le faisons souvent à travers des reportages consacrés au patrimoine, à ce qu'on appelle le patrimoine, c'est-à-dire aux traditions, aux paysages, aux monuments ou aux gens passionnés par ce qu'ils font. Cette richesse, cette diversité et ces racines qui disparaissent peu à peu, il nous a semblé utile de les regrouper dans cette série de cassettes, pour les préserver, pour les revoir quand nous le souhaitons, pour garder le souvenir de ce patrimoine et de ses richesses. Je vous propose pour commencer un regard sur la montagne telle qu'elle a toujours existé et telle qu'on l'aime finalement. Cette montagne, on la trouve encore aujourd'hui dans le Queyras, dans les Alpes du Sud, au hameau de Souliers, autour d'un gîte d'étape fort accueillant. J'adore faire la cuisine. Tiens. Et les tartes, c'est vous qui les faites aussi? Oui, c'est moi qui les ai faites. Madame Imbert rayonne autour de son petit monde. Le gîte d'étape qu'elle a créé en 1974 avec son mari est installé dans le hameau de Souliers, dans le Queyras. Au fil des ans, il est devenu une très bonne adresse. L'année passée, on faisait tous les soirs 56, 58. Et un soir, on a été obligé d'en renvoyer 25. On ne pouvait pas les prendre. On était déjà trop. Mais il y avait un monde l'été passé. Personne ne s'imagine ce qui a passé. Le Queyras est un paradis pour le ski de randonnée. Halte obligée sur l'axe Nice-Briançon ou sur le Tour du Queyras, le gîte de Grand Rochebrune est souvent plein. Et si l'on n'a pas réservé, Madame Imbert donne priorité aux skieurs plutôt qu'aux touristes en voiture. Tous ceux qui viennent en ski de fond, mais c'est la meilleure randonnée. C'est pas le ski de piste. C'est le ski de fond et le ski de randonnée et la marche à pied. Bonjour. C'est la maison Imbert? C'est ça. Ah bon. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'accueil de Madame Imbert? C'est très bien, on a pris 2 kilos. Hein. Et le cadre? Ah c'est superbe. Hein. Ah, le cadre est magnifique. Ouais. C'est beau de voir arriver du monde. Mais si j'avais pas ça, j'ai pas de retraite moi encore. Et puis ça, c'est ma vie, vous voyez, demander à mon mari, j'aime mieux rester ici qu'à la ferme. Le gîte est venu en complément de l'exploitation agricole familiale. La centaine de vaches dont dispose la famille Imbert sert à la production de fromage biologique. À cela, il faut ajouter quelques chèvres d'élevage, un travail qui n'empêche pas M. Imbert de pratiquer à 77 ans son sport favori. Il date de quand vos skis, M. Imbert? De 1934, de mon retour du régiment. Ils ont toujours résisté, toujours tenu le coup. J'arrive à faire encore, s'il le faut, 7, 8, 10 kilomètres. Oui, encore tranquillement. Le relief, l'isolement et le manque d'investissement ont permis au Queyras de rester authentique et de moins souffrir du manque de neige. Car en été, cette région attachante reste un très beau pays de randonnée. Et au début, ça donnait beaucoup de soucis. Parce que moi, je me disais, mais qui est-ce qui va partir de la ville pour venir dans nos montagnes? Mais c'est pas croyable. Et puis, voyez... S'il existe en France un sport qui marque vraiment et profondément une région, c'est bien la pelote au Pays Basque. Un sport qu'on apprend là-bas, très jeune, au fronton des villages. L'hiver, Saint-Jean-de-Luz semble calme, presque alangui. Les 12 000 habitants attendent tranquillement les vagues de touristes qui viendront cet été. La vie est plus intime, rythmée par le port, rythmée, en hiver aussi, par le claquement d'une balle sur un mur, la pelote basque. Tous les vendredis soirs, je joue. Une fois par semaine avec un copain, bien sûr, parce que maintenant je suis plus quand même très jeune pour jouer. Je cours moins vite qu'avant. L'hiver, la pelote se joue surtout à l'intérieur, dans les trinquets. Au total, on pratique 21 spécialités avec différents instruments. Paletta en bois, chistera en osier vieux, le plus basque, disent les puristes. La raquette ou le gant de cuir n'apparaissent ici qu'au XVIIIe siècle. La chistera, elle, autre symbole basque, a été inventée il y a un siècle et demi seulement. Depuis, elle a donné naissance à de nombreuses spécialités, dont la cesta punta, un des jeux de balle les plus rapides. Plusieurs joueurs de Saint-Jean-de-Luz sont devenus professionnels en Espagne ou aux États-Unis. De 5 ans. Et alors c'est difficile? Au début oui, mais à force on s'habitue. C'est un jeu assez rapide, puis c'est un jeu technique, hein. Et puis voilà.
puis j'aime être avec les copains. La pelote, c'est bien sûr d'abord le plaisir. Qu'elle n'avait plus connu depuis les années 60, je crois, c'est celle de la transhumance des taureaux, l'occasion pour les gardiens de se retrouver et de faire la fête. Même geste, même précision qu'il y a 30 ans, la Camargue, terre d'élevage extensif, renouait ce week-end avec l'une de ses plus anciennes traditions, la transhumance des taureaux. Ils étaient plus de 200 cavaliers, gardiens professionnels ou amateurs éclairés, à s'être donné rendez-vous à l'aube pour mener une quarantaine de taureaux des Sainte-Marie-de-la-Mer auprès du Kellar, soit 40 km à parcourir dans la journée. Si la distance entre les pâturages d'hiver à ceux d'été ne paraît pas insurmontable, la difficulté de l'opération est bien réelle. Les taureaux sont sauvages et réagissent brutalement. À la première occasion, ils tentent de s'échapper et c'est alors une course effrénée pour essayer de les rattraper. Épuisé par des kilomètres au galop, le taureau, s'il n'a pas réussi à semer ses poursuivants, se fait finalement reprendre et guider jusqu'au corral, servant d'étape pour la pause déjeuner. Là, hommes, chevaux et taureaux soufflent un peu, malgré les moustiques et la chaleur. Premier servi, la monture. Le cavalier viendra après. Et si certains ont pris quelques retards, déjà le troupeau reprend la route à travers les manades, nom des fermes camarguaises. Ici, la terre est pauvre et l'élevage du taureau représente le seul moyen de la rentabiliser. La location des bêtes pour les courses à la cocarde, où contrairement à la corrida espagnole, il n'y a pas de mise à mort, constitue une source de revenus sûre. Le taureau dans cette région est donc incontournable. Tout tourne autour de lui, l'économie, les traditions et même l'écologie. Chaque étape de la vie d'un taureau est sujet à une fête, à un rassemblement, le marquage, la castration et bien sûr la course avec l'homme. Élever des taureaux demande beaucoup de savoir-faire et seuls quelques manadiers ont ce privilège. Ici, à la manade Reynaud, depuis 5 générations, l'on ne parle que de taureaux. Tous les jours, immuablement, à cheval, sur un domaine de 2000 hectares de landes et de marais, la famille et quelques amis passionnés poursuivent la tradition. Nous sommes heureux parce que nous faisons un métier qui nous plaît. Nous travaillons avec des bêtes qui ne sont pas toujours bien d'accord avec nous. Nous essayons de les amadouer comme nous pouvons. On le fait par passion et voilà. Les Français, nous en sommes tous convaincus, possèdent un véritable savoir-faire dans de nombreux domaines. En ce qui concerne la facture des instruments de musique, par exemple, certaines villes résonnent encore des mélodies créées par le fruit de leur artisanat. À Mirecourt, dans les Vosges, Mirecourt, capitale de la lutherie. La seule chose qu'on achète, c'est vraiment le bois. Et après, tout le reste, ce n'est qu'un ajout de travail. Mais le bois en lui-même, c'est le choix primordial. On choisit les bois en fonction du maillage du bois, en fonction de la densité des rayons médulaires, des pores. Puis il y a le côté sensation aussi. Quand on touche le bois, on l'entend, s'il sonne ou s'il ne sonne pas. Jean-Jacques Pagès s'est installé à Mirecourt voici 15 ans. Comme de nombreux luthiers, ses violons, altos ou violoncelles s'inspirent de ceux conçus par les grands maîtres du XVIIe, Amati ou Stradivari. Mais du bois au vernis, chaque luthier a apporté au fil des ans son coup de patte. On transmet un geste, on transmet une manière de voir la matière, de voir les courbes, de voir les lignes sur un instrument. Et ça, c'est déjà tout le secret.
C'est le secret des luthiers, c'est leur école, c'est-à-dire leur provenance, leur filiation. Pour concevoir leurs bijoux de haute précision, les luthiers de Mirecourt possèdent une expérience de 4 siècles. Et s'ils étaient près de 2000 au 19e, il ne reste plus aujourd'hui que 8 ateliers. Ce déclin, perceptible dans les années 50, n'a pas entaché la réputation mondiale de cette petite commune des Vosges. Un renouveau semble d'ailleurs avoir soufflé depuis la création en 70 de l'École nationale de lutherie. Sur 5 années, elle dispense un enseignement technique et artistique à des élèves qui sortent de 3e. La plupart viennent des 4 coins de France et même cette année de Russie et de Grèce. J'ai toujours voulu construire des instruments, enfin, ça m'a toujours plu. Parce que bon, la menuiserie, les bénisteries, je trouvais ça un petit peu simple. Si la lutherie nécessite une oreille musicale autant que des dons manuels, elle n'est plus aujourd'hui un domaine réservé. L'école compte actuellement 8 filles sur 30 élèves et elles sont majoritaires en première année. Moi, c'était un peu particulier parce que mes parents sont luthiers et alors je vis là-dedans depuis très longtemps. Ça me plaît parce que comme je joue du violon et je sais que c'est un instrument avec une âme, enfin quand on joue on donne quelque chose de nous quoi. Mais quand on le fabrique aussi c'est vraiment très intéressant quoi. Sur les 250 luthiers installés en France, 2 femmes le sont à leur compte. Il reste donc un bon bout de chemin pour vaincre certaines mentalités, surtout parmi les musiciens, mais les choses bougent en lutherie comme ailleurs, et aucune ici, à Mirecourt, ne semble regretter son choix. Quand j'étais petite, j'avais commencé de ce point-là, de faire une carrière de violoniste. Mais apparemment, je fais une carrière de luthière. Près de Nantes, il existe encore aujourd'hui un endroit qu'on appelle la Camargue de l'Ouest, symbolisé par le lac de Grandlieu. Comme tous les sites naturels, ce lac est protégé, mais il est fragile, et si l'on n'y prend pas garde, eh bien le lac de Grandlieu pourrait bien d'un jour ou l'autre disparaître. Grandlieu, c'est encore un paradis sous haute surveillance. 3000 hectares d'eau en été, 6000 en hiver. Grandlieu est bien le plus grand lac de France. Nous sommes à 5 km de la Loire, entre Nantes et Pornic. Classé réserve naturelle depuis que son propriétaire l'a légué à l'État, Grandlieu est interdit au public. Seuls les oiseaux et les loutres l'habitent. Plus de 300 espèces de migrateurs passent par Grandlieu, d'autres s'y reproduisent, canards, cormorans ou hérons cendrés. Ils vivent ici par milliers, sur d'immenses îles flottantes. Malheureusement, Grandlieu se meurt et devient marécage. L'eau baisse de 1 cm par an, la vase monte et le ragondin, trop prolifique, est aussi le témoin de cette décrue provoquée par l'homme. À ce rythme, Grandlieu disparaît quand? Dans 30 ans, par rapport à une vie de 3 millions d'années, où les riverains ont parfaitement su adapter leur activité à la vie du lac. Et le divorce n'est intervenu qu'il y a une trentaine d'années avec l'agriculture moderne. On a voulu artificiellement baisser le niveau d'eau pour des besoins agricoles, ce qui fait que l'écosystème de Grandlieu s'asphyxie. Il n'y a plus assez d'eau, il y a trop de plantes, d'où un envasement dramatique qui n'est plus compatible avec la survie du lac lui-même. Alors que faut-il faire pour sauver Grandlieu? Redonner les conditions naturelles hydrauliques à un système lacustre. Le plus grand lac de France n'a plus que 70 cm d'eau en été, ce qui est tout à fait anormal. On a besoin de cette eau plutôt que de la jeter à la mer au printemps. Gardons-la et concilions les intérêts agricoles et les intérêts de l'environnement. C'est facile à faire? C'est relativement facile à faire à partir du moment où les agriculteurs ont conscience qu'il faut défendre l'intérêt général et pas seulement leur intérêt particulier de profession. Et les pouvoirs publics? Et les pouvoirs publics qui sont partie prenante, je pense, dans cette affaire. Paradoxalement, le classement du site ne suffit pas pour sauver Grandlieu. Il y a mésalliance entre pêcheurs professionnels et paysans riverains et mésentente avec les cormorans.
Alors dites-moi, Président, le fait que c'était classé en réserve naturelle, ça vous gêne ou au contraire, c'est plus pratique? Ça nous gêne, c'est-à-dire que ça nous gêne, on est bien obligé d'accepter les avantages comme les désavantages. Mais enfin, oui, ça nous gêne, surtout le cormoran nous gêne beaucoup. Ça prolifère, faut dire ce qui est. L'année dernière, mon patron qui est là, il a recensé un jour 1400 cormorans. Alors croyez-moi que 1400 cormorans, ça fait quand même du bruit. On dit qu'un cormoran mange 1 kilo de poisson par jour. Vous pouvez compter les tonnes qui sont de poisson. Il faudrait limiter la population, là. Ah bah oui, bien sûr, c'est de trop. Oui, c'est de trop. Nous, on est inquiets avec ça, parce que maintenant, on ne pêche plus le sang, pratiquement plus le sang. Et les hérons? Non, voyez-vous, les hérons font pas le mal que les cormorans font. Alors, faudra bien réussir à s'entendre. Je comprends pas, moi je comprends pas. Il y a eu deux réunions, je crois. Il y a que les agriculteurs qui ont assisté à cette réunion. Alors c'est pourquoi on voudrait une table ronde. Je l'ai demandé, je leur demande encore, et où vraiment on puisse trouver un terrain d'entente. Vous n'allez pas laisser mourir ce lac, quand même? Ben non, ce serait dommage. C'est normal que je défende mon beefsteak. C'est un peu normal que je défende ma pêche. Si ce qu'on nous a promis est vrai, c'est-à-dire que les pêcheurs seront à vitam aeternam au lac, eh bien, les jeunes auront leur croûte à gagner, certainement. Il faut travailler, c'est comme dans tout métier. Il ne faut pas avoir peur du temps, il ne faut pas regarder, se lever le matin en disant est-ce que je vais y aller, le temps n'est pas bon, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. Vite, très vite, il faut sauver Grandlieu. Connaissez-vous la Félibrée? Eh bien, la Félibrée, c'est une fête occitane qu'on célèbre chaque année dans le Périgord. Tous les ans, elle change de ville et cette fois-là, elle se déroulait à Dôme, une charmante cité médiévale du Périgord. Et que la 72e Félibreyado du Périgord commence. Il l'attendait, monsieur le maire, ce moment. 53 ans que sa ville n'a pas reçu la Félibrée. Les groupes sont venus du Périgord, du Limousin, d'Auvergne, de Gascogne, de Béarn, de Catalogne. La Félibrée, c'est surtout l'occasion de faire revivre les vieux métiers, les métiers de la terre et du bois. J'ai appris avec un vieux sabotier qui a pris sa retraite et qui n'avait pas d'enfant pour reprendre le métier. Il m'a appris la façon de faire. Et quand il a jugé que j'en savais suffisamment, il m'a cédé son atelier. Le feuillardier, ce métier existe encore dans la région de Sarlat. Il coupe en lamelles des jeunes pousses de châtaigniers, on en fait des paniers ou des cercles de barriques. Mon père était tonnelier, mon grand-père était tonnelier, mon oncle était tonnelier. Et je vous dis, on remonte à peu près à 5 générations. De père en fils, on s'est transmis le coup de main, le métier et ses petits secrets. Je fais mes abattages moi-même en forêt pour respecter l'abattage à la lune qui convient. Il faut abattre à lune descendante. Et ça, les personnes d'un certain âge vous le diront, c'est quelque chose... À chaque fois que je voulais passer outre, je me suis cassé le nez. Les dentelières, il faut 2 à 3 ans d'apprentissage pour maîtriser la technique. Ensuite, cela devient de l'art. Le savoir-faire, le doigté de ces artisans fait encore rêver les jeunes. Mais vieille de plusieurs siècles, la tradition rurale se perd et pour certains, la fête est triste. En 84-85, on trouvait toujours une paire de bœufs à la foire du 1er septembre. Et maintenant, il n'y en a plus. Moi, encore la nuit, je rêve que je laboure avec les bœufs. Vous voyez si ça m'a marqué. Hein? Allez, assez de nostalgie. L'année prochaine, le 1er dimanche de juillet, la Félibrée se donnera dans une autre ville du Périgord. Vous venez de le voir dans ce reportage, un homme rêvait de labourer avec des bœufs. C'est vrai que ça devient de plus en plus rare en France. Eh bien, en Auvergne, il y a encore un paysan qui continue d'utiliser cet outil et il vit complètement au rythme de ses bœufs. J'ai toujours porté les sabots. J'allais à l'école en sabot, j'ai même été à la messe en sabot. On n'a jamais froid dans les sabots, le bois est chaud. L'hiver, on prend des chaussettes et puis bon, on met un petit pincé de foin dedans, mais pas beaucoup, juste un peu. Puis on a le pied au sec, c'est sain, quoi. J'ai toujours voulu conserver ce que j'avais comme c'était.
Ça a été ma ligne de départ et je l'ai toujours suivie. Comme on dit, tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. Perdu comme les habitants du hameau. Au fil des ans, le Coudercher s'est lentement vidé. Partout, les volets clos des résidences secondaires. À Saint-Jean-des-Olières, le chef-lieu, même hémorragie pour l'endiguer, la municipalité a racheté la boulangerie et l'hôtel-restaurant Bar PMU, deux commerces essentiels à l'animation du pays. Deux jeunes couples s'y sont installés. Michel est loin de tout ça. À la ferme, la vie est la même que dans le temps. Le temps de Joseph, le père, 84 ans. Et le patois, pour conduire le bœuf dans les entraves, le travail, dit-on là-bas. Je me suis appris à faire avec mon père. On avait nos entraves, on les a toujours gardées. Comme il n'y a plus de maréchal ferrant, maintenant c'est fini. Alors là, il faut les ferrer. Les bœufs, on travaille avec eux de la journée. C'est pas tout à fait comme les vaches, quoi. Il y a quelque chose en plus, ça. C'est des amis fidèles. Hein. Deux amis de poids, 900 kilos chacun. Ça ne peut pas te piquer, là, sage. Soigne ton âne et tu auras des crottes, dit le proverbe. Bien ferré, 20 kilos de fourrage par jour, avec dragons et moutons, le labourage est plus léger. La bonne terre seule retournée et le sillon plus fin. C'est la 11e paire que je dresse. Quand les bêtes sont pas battues, on peut les approcher comme on veut, elles sont pas craintives. C'est plus facile pour les diriger. Puis quand je les vends, d'ailleurs, je me renseigne sur qui ils vont, quoi. Je veux pas qu'ils soient malmenés, qu'ils soient nourris correctement, quoi. Je veux les vendre en confiance. Et la Brabant, vieille charrue à deux socs, sur la route, on s'arrête pour voir. Oui, il y a pas mal de gens qui viennent voir labourer les bœufs. Ils viennent rechercher, je pense, ce qu'ils ont perdu chez eux il y a très longtemps. Moi, mes bêtes ne sont pas poussées. Bon, elles ont le lait qu'elles ont. Si elles en ont plus, si elles en ont moins, c'est pour les veaux, ça n'a pas d'importance. Je vends les veaux de mes 10 vaches, ça fait 10 veaux. Et puis j'engraisse des cochons, quoi, avec le grain que je récolte sur mes terres. Je travaille approximativement 3 hectares de terre avec les bœufs. Et tout ce que je fais venir, c'est destiné à l'alimentation du bétail. 20 litres à chaque biberon, on appelle ça le veau élevé sous la mer. Et puis une passion, réparer les pendules. Trop long, des travaux refusés par les horlogers. Ici, on prend le temps, la terre est patiente. J'aime bien lire des romans de la terre, tels que Michelet ou autres. J'en ai pas mal, quoi. Giono. Et il y a des écrivains du coin aussi qui ont écrit des livres sur la région, sur le pays, que j'aime bien. C'est un peu des hommes qui ont appartenu à la terre, je pense, qui ont vécu cette époque-là et qui retracent un peu la vie du pays, beaucoup autrefois. Toutes les choses que je fais, tout ça m'ont été transmises, disant il faut que ça continue, quoi. Et je verrai le reportage, bien sûr, mais ça ne change rien dans mes habitudes. Ça va continuer, ça va suivre son cours, normalement. En Provence, il y a un artisanat qui était très développé déjà il y a 3 siècles et qui se pratique encore aujourd'hui à Moustier-Sainte-Marie. Il s'agit bien sûr de la faïence et vous allez le voir, la technique en 3 siècles n'a pas beaucoup changé. Dans son coffre à trésors, sublimé par l'été, la Provence a préservé une tradition sensuelle et colorée, subtile alliance entre nature et culture. La faïence et Moustier, une histoire vieille de 3 siècles. Elle s'y révéla, s'y épanouit et y acquit sa renommée, comme à Limoges la porcelaine. Entre elles deux, une différence de matériaux. Argile pour la faïence, kaolin pour la porcelaine. Pour les deux, le même savoir-faire. Et aujourd'hui, un coup de cœur pour la faïence, plus rustique, moins froide, plus à la mode. Première étape du travail de la faïence, l'estampage, qui donne naissance aux objets en creux et en bosse. L'argile, comme une épaisse pâte à tarte, est mise en forme et polie jusqu'à obtention de sa forme définitive. Autre technique de mise en forme, le coulage. Lorsque la terre liquide s'est solidifiée, le moule peut être retiré.
Mais là, je suis en train de débrider la pièce pour lui donner sa forme. Est-ce qu'il y a des pièces auxquelles on s'attache? Oui. Des pièces qui sont difficiles à faire. Et quand on les réussit, on est content. Une fois formée et séchée, chaque pièce doit être lissée, débarrassée de tous ses défauts. C'est ce que l'on appelle l'ébarbage. Les angles bruts, saillants, sont adoucis. C'est un travail long, méticuleux, qui détermine le bon fini de la pièce. La tradition, je trouve qu'elle se perd. Il faut de plus en plus de rapidité, il faut vendre, quoi. Alors pour vendre, on est obligé de faire des trucs rapides, plus simples, moins agréables à réaliser. La réussite dans ce métier, il faut la mériter. Et pour la mériter, il faut faire les choses comme elles doivent être faites. Une première cuisson à plus de 1000 degrés transforme l'argile en biscuit. À ce stade, la pièce est déjà réussie ou fêlée. Je sonne ma pièce. Là, elle est bonne. Un gong correct annonce que la pièce est intacte, prête à la métamorphose. Recouvert d'émail, l'objet change de peau. De poterie, il devient faïence et passe alors en salle de décoration. La peinture est composée d'oxyde. Mélangé à l'eau, il se décline en une multitude de nuances, renouvelant la palette des motifs traditionnels ou originaux. Une technique particulière, dite de petit feu, consiste à repeindre sur l'émail cuit. C'est la seule façon d'obtenir des couleurs très vives qui ont fait la renommée de grandes maisons parisiennes.